à tous et bienvenue dans NTD le journal. Nous sommes le jeudi 5 juillet et voici les grands titres de l'actualité chinoise. La génération post-90 au cœur du conflit de Shifang. Les ex-pays communistes s'intéressent à la vague de démission du PCC en Chine. Hier, nous vous rapportions en titre les manifestations massives de Shifang dans la province du Sichuan contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre qui va énormément polluer la région. Le gouvernement local a dû céder hier face à la pression de la rue en stoppant la construction de l'usine. Un aspect de la manifestation qui a touché un large public est la participation des jeunes étudiants comme force principale du mouvement. Suite aux vagues de violente répression de la police, ces étudiants ont lancé leur slogan « Nous sommes la génération post-90, nous n'avons pas peur du sacrifice », ce qui a touché le cœur de nombreux Chinois. Ces étudiants qui ne veulent pas se laisser asservir par le régime communiste redonnent l'espoir à la société. Commençons donc ce journal par notre dossier interdit du jour. Ce 4 juillet, les autorités de Shifang ont publié une annonce au sujet du projet de l'usine de molybdène et de cuivre. La police aurait arrêté 27 employés suspectés de crimes. 6 personnes sont toujours détenues pour jet de pierre sur des policiers, 21 autres ont été libérées. Selon des habitants de la région, le 3 juillet, un grand nombre de personnes se trouvaient toujours dans les rues. Des étudiants de la ville voisine Guang'an sont venus en soutien. 30 000 à 40 000 personnes auraient participé aux manifestations. La police de Shifang a arrêté un grand nombre d'étudiants. À minuit, des dizaines de milliers de personnes se trouvaient toujours assemblées devant les bâtiments de l'administration pour demander la libération des étudiants et des autres personnes arrêtées. Shifang est l'une des régions les plus touchées par le séisme de Wenchuan. La population locale s'oppose à la construction d'une usine de traitement de cuivre molybdène. Le soir du 1er juillet, des centaines d'étudiants ont fait appel en face des bâtiments de l'administration de Shifang. Le 2 juillet, leur école a publié une déclaration précisant qu'ils seraient exclus des cours s'ils continuaient à manifester, mais ils n'ont pas bougé. Le matin du 2 juillet, les étudiants ont déployé des banderoles appelant toute la ville à se mobiliser. La population locale s'est jointe au mouvement. Les habitants ont signé sur le mur de la démocratie appelant à l'arrêt de l'usine de cuivre et au départ de Li Chengjin, le secrétaire municipal du parti. Les autorités ont déployé plus d'1 millier d'unités anti-émeutes et de policiers armés qui ont utilisé des gaz lacrymogènes et d'autres moyens pour réprimer avec force la manifestation. Les étudiants ont répondu en lançant des briques et des bouteilles. Les policiers ont chassé les étudiants avec des boucliers et des matraques. De nombreuses personnes ont été froidement attaquées, même des bébés ont été blessés. Des internautes ont posté des vidéos aux images incroyables. Les policiers utilisaient des boucliers et des matraques. Aujourd'hui, ils utilisent des fusils, ont dit des étudiants le 3 juillet. Selon des habitants de la région, 2 étudiants auraient été tués dans l'incident, des centaines de personnes ont été blessées et plus de 20 étudiants arrêtés. Les autorités communistes ont nié tout décès. Des étudiants post-90 ont été violemment réprimés par les policiers et sont devenus la force principale du mouvement de protestation. Leur slogan « Pour Shifang, nous pouvons nous sacrifier car nous sommes d'après 90 » a touché de nombreuses personnes. Selon Chen Yongmiao, un intellectuel chinois, le slogan de ces étudiants a fait réagir une grande partie de la société, ce qui indique que les injustices ont largement touché le campus. 连高中生他可能都走不掉，他已经严重的被这一个社会不公、社会不正义的东西已经侵蚀了。那么他已经感受到，他已经成为社会现在将来这个社会运动的最主要的力量，敢于牺牲的力量。 Selon l'auteur Jing Shu, le conflit de Shifang a de nouveau démasqué le Parti communiste qui transmet la peur de génération en génération. Aujourd'hui, il impose la peur à la génération post-90 et leur enlève tout espoir. 这个应该是一个好现象，说明这些学生觉醒了。他们不甘于被奴役，但是这个环境事件呢，就是各地以发展经济为名把很多高污染的这个企业向内地转移，就污染了水源引起了当地的很多社会问题。
Yan Xiaoxiang, un observateur culturel de Chine continentale, a dit sur son microblog « Après avoir vu le slogan « Nous sommes la génération post-90, nous n'avons pas peur du sacrifice », je me sens coupable et je m'en veux. Nous, les générations post-40, 50 et 60, avons laissé grandir les forces du mal. Ceux qui se sacrifient ne devraient pas être la génération post-90. » Dossier interdit, NTD. Cela fait déjà 17 jours que Zhong Dingbang, pratiquant de Falun Gong taïwanais, est entre les mains de la sécurité nationale chinoise. Les efforts de secours de la famille de Zhong et des groupes de droits de l'homme se poursuivent. Des conseillers municipaux de Taipei multiplient leurs appels au gouvernement taïwanais pour que Taïwan prenne position concernant le Falun Gong et aide activement les citoyens taïwanais. Zhong Dingbang, un ingénieur taïwanais, est allé en Chine continentale pour un voyage de 3 jours et a été arrêté par les autorités chinoises sur de fausses accusations. En réponse, les conseillers municipaux de Taipei ont reproché au gouvernement taïwanais de ne pas remplir ses responsabilités en protégeant ses propres citoyens. Si nous n'exprimons toujours pas fermement notre attitude, des cas similaires pourraient se reproduire, ce qui serait néfaste pour les droits de l'homme de chacun. C'est donc une responsabilité élémentaire du gouvernement. Le gouvernement de Taïwan ne devrait pas rester silencieux au moment où un citoyen taïwanais est menacé et kidnappé en se rendant à certains endroits. Nous sommes à Taïwan. Les Taïwanais peuvent au moins s'attendre à ce que le gouvernement fasse quelque chose. Négocier avec le PCC en utilisant le pouvoir du président. Si nous ne faisons même pas cela, nous ne méritons pas d'être appelés un pays libre et démocratique. Les conseillers ont souligné que le cas de Zhong Dingbang donne un sentiment d'insécurité aux citoyens taïwanais. L'interaction transfrontalière entre les deux pays est forte. Toutefois, si la sécurité personnelle élémentaire des citoyens taïwanais en Chine continentale ne peut pas être garantie, la relation pourrait se dégrader. Cela pourrait produire une bonne dose de méfiance entre les gens des deux côtés. J'espère que le PCC pourra réfléchir attentivement au tort que cela pourrait causer aux Taïwanais ainsi qu'aux relations interdétroites. Le cas de Zhong est un exemple de comment la persécution de la liberté de croyance par le PCC s'est étendue aux pratiquants de Falun Gong taïwanais. Les conseillers ont exhorté le gouvernement taïwanais d'affronter directement le problème et de chercher le soutien de la communauté internationale afin de mettre fin à la persécution des droits de l'homme par le PCC. Le Falun Gong a tant de soutien à travers le monde, tant de pratiquants. Je pense que nous devrions affronter le problème directement. Un pays libre et démocratique comme Taïwan devrait appeler les communautés chinoises à mettre un maximum de pression sur le régime communiste chinois, qui est un régime non démocratique et qui met en danger les droits de l'homme. Jusque-là, 11 conseillers de Taipei ont exprimé leur soutien à Zhong Dingbang. Ils espèrent générer un soutien public et convaincre le gouvernement de Taïwan de secourir des citoyens taïwanais. Nouvelle NTD, Taipei. Wang Dan, célèbre leader du mouvement des étudiants de 1989, est en visite actuellement au Japon. Hier, lors de sa conférence de presse avec des journalistes nippons à Tokyo, il a déclaré que la situation de la démocratie chinoise est pire que celle de l'époque du 4 juin et que le Parti communiste chinois a intensifié son totalitarisme. Wang Dan encourage le Japon, pays voisin de la Chine, à y accorder plus d'attention. Wang Dan, encore jeune étudiant à l'époque du massacre de la place Tiananmen, a 43 ans cette année. Après l'événement du 4 juin, il a été emprisonné 2 fois pour une durée totale de 6 ans. Il s'est exilé aux États-Unis en 1998 et se bat depuis sans relâche pour la démocratie en Chine. Pour la projection du documentaire cinématographique Exil, commémorant le 4 juin, Wang Dan s'est rendu au Japon début juillet. Avec le développement économique en Chine, la question des droits de l'homme est de plus en plus ignorée au détriment des intérêts commerciaux. Selon Wang Dan, la situation des droits de l'homme s'est dégradée. Le blocus des informations véridiques s'est accentué et la persécution à l'encontre des personnes désirant la démocratie et la liberté est de plus en plus impitoyable. Je pense que la situation de la démocratie chinoise ne concerne pas seulement la Chine et touche largement à la paix dans le monde et surtout à la sécurité des pays d'Asie-Pacifique. Le gouvernement et le peuple japonais doivent prêter plus d'attention aux droits de l'homme en Chine et avoir le courage d'y contribuer davantage. Nouvelle NTD, Tokyo.
La vague de démission du PCC et de ses organisations affiliées connaît déjà sa 8e année en Chine continentale. Fin juin, Yi Rong, présidente du Centre mondial de la démission du PCC, a été interviewée par les médias de la République tchèque et d'autres ex-pays communistes au sujet de la situation du mouvement de démission en Chine. Voici la première partie des rétrospectives de ces interviews accordées par Yi Rong aux médias. Selon les informations du site internet de démission de The Epoch Times, jusqu'au 4 juillet, le nombre de démissionnaires du PCC et de ses organisations affiliées a atteint près de 120 millions. Des ex-pays communistes européens ayant vécu une période de terreur sous la dictature communiste ont exprimé leur grand intérêt face au mouvement de démission en Chine. La chaîne de télévision nationale de la République tchèque s'est entretenue avec Yi Rong, présidente du Centre mondial de la démission du PCC. Ils sont très préoccupés par les mouvements de démission du PCC et ont demandé combien de personnes y participent, combien ont quitté le PCC, quels sont les moyens utilisés pour atteindre ce nombre de démissionnaires, comment ils se sont inscrits, est-ce qu'ils ont peur et est-ce qu'il y aura des conséquences comme d'être persécutés. Lors de l'interview, Yi Rong a indiqué que la grande vague de démission en Chine est un mouvement initié par le livre 9 commentaires sur le Parti communiste. Il s'agit d'un mouvement d'éveil des consciences, mais pas d'un mouvement politique. Ils ont demandé au sujet des implications politiques si le mouvement se transformera en un mouvement politique et si nous allons devenir un parti politique. J'ai répondu que nous n'avons aucune revendication politique, nous voulons juste éveiller la conscience des gens pour qu'ils connaissent la nature perverse du communisme. Le résultat naturel de ce réveil général est de donner au peuple chinois le droit de pouvoir choisir librement. Quand les gens ont obtenu la liberté physique et spirituelle, après avoir connu la véritable nature du PCC, ils auront le droit de choisir leur avenir. Ce sera leur droit. Le livre 9 commentaires sur le Parti communiste ainsi que l'œuvre de l'avocat des droits de l'homme Gao Chisheng, « Dieu est avec nous pour combattre ensemble », ont déjà été traduits en tchèque. Selon Yi Rong, la diffusion de ces livres aide aussi les ex-pays communistes à approfondir leurs connaissances sur la nature dangereuse du communisme. Un si grand mouvement de démission est toujours assez peu connu par la communauté internationale. Celle-ci, en effet, doit connaître ce choix du peuple chinois qui est en train de révolutionner le monde. Ainsi, elle pourra également faire un choix juste. Nouvelle NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Les restes humains appartiennent à Jinling. Hier, la police montréalaise a confirmé que les restes humains trouvés dans un parc de la ville en début de semaine appartiennent bien à l'étudiant chinois Jinling. La police de Montréal a conduit des tests médico-légaux sur une tête retrouvée au parc Ancrignon en début de semaine. Elle a annoncé que les résultats d'ADN ont confirmé que la tête appartenait bel et bien à John Lin. John Lin était un étudiant chinois qui prenait des cours à Montréal quand il a disparu à la fin du mois de mai. Lucas Rocco Magnota a été accusé du meurtre de John Lin au premier degré. Il est aussi accusé de l'avoir démembré et d'avoir envoyé des parties de son corps à Ottawa et en Colombie-Britannique. Magnota a été arrêté en Allemagne juste une semaine après avoir commis ce crime. Il a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation et devra se présenter en cour l'année prochaine. Les autorités aux États-Unis enquêtent sur ce qu'ils pensent être une opération de contrebande internationale. Mais cette fois-ci, cela n'a rien à voir avec des drogues ou des armes, mais des ossements de dinosaures. Un squelette de dinosaure qui, selon les enquêteurs, aurait été dérobé en Mongolie. La police mène son enquête avec l'aide d'un paléontologue canadien. Derrière cette porte, les policiers prennent des mesures inhabituelles. À l'intérieur de cette caisse se trouve un squelette vieux de 70 millions d'années. Au début du mois, les ossements ont été mis aux enchères, ce qui a éveillé les soupçons des autorités américaines. Ils ont dû faire appel à un célèbre spécialiste d'Edmonton. Nous avons bien sûr photographié et mesuré le squelette à New York. Et il appartient à un Tarbosaurus. Ce dinosaure est le cousin du très célèbre Tyrannosaure Rex. L'espèce n'avait jamais été mise au jour dans les riches fossiles de la Mongolie. Et depuis les années 20, il est illégal de les exporter.
Phil Curry était responsable des fouilles organisées dans ce pays depuis 15 ans. Il affirme que malgré l'interdiction, l'industrie du braconnage est en plein essor. Parfois, dans le pire des cas, vous marchez sur une pile d'ossements. Ici, ils y ont été carrément à coups de pioche, jusqu'à ce qu'ils trouvent des griffes et des dents, parce que cela a une très grande valeur pécuniaire. Des documents de justice montrent que lorsque le squelette a été importé, les papiers de la douane spécifiaient qu'il provenait de Grande-Bretagne. Il était écrit que le squelette appartenait à un reptile qui vaut près de 15 000 $. Il s'est vendu à $1 million, mais avant que le nouveau propriétaire ne puisse en prendre possession, les autorités américaines l'avaient déjà saisi. Grâce aux preuves que nous possédons des autorités juridiques mongoles et américaines, nous sommes certains que le résultat sera le même. Le dinosaure retournera en Mongolie. Curry dit qu'il est heureux de voir que les États-Unis prennent cette affaire aussi sérieusement. Premièrement, c'est illégal. Et deuxièmement, c'est fait de manière artisanale. Cela détruit les spécimens. Il pense que cette affaire pourra rendre les gens plus conscients de l'existence d'un marché noir des ossements et il espère que cela suscitera une meilleure compréhension sur l'importance d'étudier et de préserver ces vestiges du passé. Un Canadien dont l'histoire inspirait les gens autour de lui a eu la chance d'être porteur de la flamme pour les Jeux olympiques de Londres. Cassidy Little a fait face à beaucoup de défis depuis qu'il a quitté St. John pour l'Angleterre il y a maintenant 10 ans. Aujourd'hui, son courage et sa détermination ont été exposés dans une ville anglaise du nom de Peterborough. Guys, check that out. Ce n'est pas que Cassidy Little ait surmonté autant pour qu'il fasse ses précieux pas. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est tout simplement présent. J'aurais pu ne pas être là aujourd'hui, mais je suis là et j'ai porté la flamme, fier de l'avoir fait. Son chemin a débuté il y a 8 ans, lorsque Little a quitté St. John's pour l'Angleterre pour essayer de devenir un humoriste. Au lieu de cela, il s'est enrôlé en Afghanistan après avoir suivi une tradition familiale en rejoignant l'élite de la Royal Marine comme commando. Mais quand il est retourné la deuxième fois, une explosion a tué 2 de ses collègues et a mis sa vie en danger. Lorsque j'ai été frappé, je me suis réveillé en voulant voir si mes jambes étaient bien là. Mais l'homme devant moi m'a répondu que non, qu'elle n'était plus là. Et j'ai dit bon, mes séances de danse sont finies. Il y a beaucoup dans cet humour salé, un antidote contre ses pensées noires, alors qu'il a subi une série de chirurgies intenses et le difficile processus pour réapprendre à marcher. Lorsque vous êtes blessé, vous perdez beaucoup de choses. Mais je ne suis pas là assis en train de me dire « Oh mon Dieu, on m'a tout arraché ». Mais j'ai beaucoup perdu et j'essaie juste de revenir à la normalité. Pour Little, cela signifiait retourner sur les planches, cette fois-ci en tant qu'humoriste, jouant Charlie F., un personnage basé sur sa vie. À quel point je suis fier de moi. Ceci est aussi une étape, pas un jeu théâtral. Il vient juste d'enlever ses béquilles il y a quelques semaines. Pour ses derniers pas, pour la première fois depuis plus d'1 an, Cassidy s'est remis à courir. Ce n'est pas la chose la plus difficile ni la plus dangereuse qu'il ait fait, mais sûrement la plus inspirante. Yeah, it's good. Restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Destruction de sites sacrés à Tombouctou, Mali. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bienvenido a NTD Noches. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine.
Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. À Tombouctou, dans le nord du Mali, les rebelles islamistes d'Ansardine, qui se revendiquent d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ont détruit une dizaine de mausolées dédiés à des saints de la tradition soufie. Ils ont également brisé la porte d'entrée d'une mosquée qui, traditionnellement, devait rester close. Ces attaques, considérées par beaucoup comme sacrilèges, rappellent la destruction des statues de Bouddha par les talibans dans le centre de l'Afghanistan. Des militants du groupe Ansardine liés à Al-Qaïda au Mali ont ignoré les appels internationaux et ont contribué à détruire les mausolées des saints soufis dans la ville de Tombouctou. Les militants islamistes ont usé de haches, de pelles et de marteaux pour détruire les tombeaux des saints locaux sous prétexte que ce ne sont que des idoles. Le groupe Ansardine applique strictement la loi de la charia et considère la version soufie de l'islam comme idolâtre. Mais selon les historiens, cette campagne de destruction dans une ville classée par l'UNESCO est en train d'effacer une partie de l'histoire de l'islam en Afrique qui transmet des messages millénaires de tolérance. L'an dernier, des tombeaux soufis avaient déjà été attaqués par des salafistes radicaux d'Égypte et de Libye. Le groupe Ansardine est composé de militants islamistes de diverses nationalités, dont des Maliens, des Algériens et des Nigériens. En alliance avec d'autres groupes liés à Al-Qaïda, ils se sont appropriés un mouvement séparatiste de rebelles Touaregs et contrôlent maintenant les 2/3 du nord du désert du Mali. Ce territoire est plus grand que la France et le Mali et il est en passe de devenir un refuge pour tous les djihadistes. Les attaques de Tombouctou rappellent la destruction par les talibans en 2001 de 2 statues de Bouddha vieilles de 6 siècles sculptées dans la roche dans le centre de l'Afghanistan. Les dernières populations d'éléphants africains vivent aujourd'hui dans des parcs nationaux pour préserver l'espèce depuis longtemps menacée par les activités humaines. Pourtant, l'appât du gain et les promesses de fortune générées par le trafic d'ivoire poussent les braconniers à continuer le massacre. Au Gabon, le président Ali Bongo a organisé une cérémonie symbolique durant laquelle a été brûlé un stock d'ivoire confisqué aux trafiquants. C'est la première fois qu'un pays africain exprime publiquement ce message « Stop au massacre des éléphants ». Les parcs nationaux comme celui de Vonga-Vongué au Gabon sont les derniers espaces abritant de grandes populations d'éléphants dans le monde. Ces dernières années, les populations d'éléphants ont souffert de l'intensification du braconnage. Face à ce problème, le président gabonais Ali Bongo a organisé une cérémonie symbolique au cours de laquelle il a fait brûler un stock complet de défense confisqué aux braconniers. C'est le premier État africain à faire cela publiquement. Cette cérémonie, c'est vraiment symbolique pour tout le monde. C'est un message international de que le braconnage n'est pas une chose que la société est prête à supporter. Il nous dit aussi qu'il y a 850 ou quelque chose comme ça des éléphants qui ont été tués par les braconniers pour un marché international. On a besoin que les pays qui sont impliqués dans ce commerce prennent les actions fortes chez eux pour l'arrêter
et que les pays qui sont plutôt nos partenaires nous appuient dans notre lutte contre cette massacre qui se passe partout en Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. On est en train de massacrer les rhinocéros. On les tue depuis les hélicoptères en tronçonnant les cônes. Et sur l'Afrique forestière, on a perdu 80% des éléphants sur les derniers 20 ans. Le Gabon, c'est la dernière sanctuaire. RDC a perdu 200 000 éléphants sur les derniers 20 ans. Il y a maintenant 5 fois plus d'éléphants au Gabon qu'en RDC. La plupart des grands braconniers sont plutôt les expatriés qui viennent d'ailleurs en Afrique. Ce stock d'ivoire d'une valeur de plus de 10 millions de dollars a été confisqué aux trafiquants entre 2010 et aujourd'hui. Nous devons lutter de toute notre énergie pour mettre fin au braconnage des éléphants. C'est une richesse naturelle qui est là, laissée par nos ancêtres. Aujourd'hui, tout le monde nous envie au Gabon parce que nous avons ces parcs nationaux. Et ici, il y a la beauté des parcs nationaux parce qu'il y a des mammifères dedans. Et nous devons empêcher, faire en sorte que ces mafias organisées stoppent et n'arrivent pas à proliférer sur le territoire gabonais. Ce stock pèse plus de 10 tonnes et rassemble des défenses d'éléphants et plus de 18 000 objets sculptés. De nombreux habitants de la capitale gabonaise Libreville soutiennent cette initiative. Un nombre record de saisies d'ivoire a été atteint en 2011 et la tendance n'a fait que croître en 2012 dans de nombreux pays africains du Congo et au Cameroun. La Grèce sera bien représentée dans les différentes disciplines des Jeux Olympiques de Londres cet été. Mais leur préparation a été gravement compromise par la crise qui affecte le pays. L'État grec, contraint par les mesures d'austérité, n'alloue plus que très peu d'argent au ministère des Sports et les athlètes olympiques ont dû compter sur le soutien de leurs familles et de leurs sponsors pour achever leur entraînement. Selon les responsables sportifs du pays, la Grèce a réussi à envoyer une grande équipe aux Jeux Olympiques de Londres malgré l'absence de budget pour les préparatifs. Ce mercredi, lors de la présentation des nouveaux uniformes olympiques des sportifs grecs, le ministre des Sports a expliqué que la crise avait durement touché le milieu sportif. Il a ajouté que les restrictions dans les dépenses gouvernementales pour le sport ont affecté la société parce que le sport garde la jeunesse loin de la rue, de la drogue et du crime. Μαζί με το πρόβλημα της χώρας γενικά έχει τεράστιο πρόβλημα και ο αθλητισμός. Το 2, En plus des problèmes généraux dans le pays, le sport a aussi un problème. Le budget pour les sports est de 0,02%. Cela va finir par coûter cher au ministère de la Santé dans le futur parce que le sport garde les enfants en bonne santé et en dehors de la rue. Θα τα πληρώσουμε πολλαπλάσια μετά από το Υπουργείο Υγείας όλα αυτά που κάνουμε. Selon le président du comité olympique grec, plus de 100 athlètes grecs se rendront aux Jeux olympiques. Il ajoute que c'est un exploit accompli sans financement de l'État. L'État grec ne nous a pas donné d'argent pour préparer les Jeux olympiques, mais nous y sommes arrivés. Tout le monde s'est beaucoup impliqué. L'argent des sponsors et des entreprises privées a été consacré aux préparatifs pour que les athlètes puissent participer aux Jeux olympiques. Les sportifs grecs ont dû se contenter de lieux d'entraînement inadaptés, de manque d'équipement, de salaires non versés et de prix en espèces jamais distribués. Selon les sportifs, les sponsors et les familles les ont beaucoup soutenus. Je ne veux plus être dans cette misère. Ces 2 dernières années, nous avons rencontré beaucoup de problèmes dans le milieu sportif et nous en rencontrons encore beaucoup. Mais nous essayons de nous en sortir par nous-mêmes avec le soutien de nos fédérations, de nos familles, de nos sponsors comme Adidas. Nous faisons pour le mieux. L'État n'est pas de notre côté. Les sportifs doivent surmonter les problèmes pratiques, mais aussi endosser le poids psychologique de la crise économique grecque qui affecte leurs amis et leurs familles. Au point où nous nous trouvons aujourd'hui, nous essayons de mettre ces problèmes de côté pour pouvoir nous concentrer et atteindre nos objectifs. Je pense que nous avons accompli cela. Il ne reste qu'une vingtaine de jours. Nous allons donner tout ce que nous avons pour y arriver. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité.
Hier, nous vous rapportions en titre les manifestations massives de Shifang dans la province du Sichuan contre la construction d'une usine de molybdène et de cuivre qui va énormément polluer la région. Le gouvernement local a dû céder hier face à la pression de la rue en stoppant la construction de l'usine. Un aspect de la manifestation qui a touché un large public est la participation des jeunes étudiants comme force principale du mouvement. Ces étudiants qui ne veulent pas se laisser asservir par le régime communiste redonnent l'espoir à la société. La vague de démission du PCC et de ses organisations affiliées connaît déjà sa 8e année en Chine continentale. Fin juin, Yi Zhong, présidente du Centre mondial de la démission du PCC, a été interviewée par les médias de la République tchèque et d'autres experts communistes au sujet de la situation du mouvement de démission en Chine. Et ainsi s'achève votre journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.